Salut l'équipe, c'est le Baliste. Donc chose promise, chose due, aujourd'hui je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées en commentaire sur Facebook et sur YouTube. Je voulais aussi vous remercier du coup pour les 1000 abonnés. Franchement je pensais pas qu'après à peine un an d'existence, j'aurais autant d'abonnés alors que j'avais aucune expérience avant, que ce soit en montage, en écriture, etc. Je savais juste que je voulais parler de rugby et que j'aimais bien faire des exposés, j'aimais bien raconter des choses, donc j'avais juste à apprendre les aspects techniques on va dire, et je suis content en fait que des gens soient intéressés malgré le fait qu'au début la qualité était assez médiocre. Quand vous regardez ma vidéo sur le AK, c'est assez pénible à regarder. Donc voilà, du coup, merci de m'avoir suivi et d'avoir été tolérant du coup dans mon évolution. De toute façon, ce n'est que le début et je vais continuer à m'améliorer. On commence avec une grosse question de Clément. Salut Clément du coup. Pour toi, quelles sont les alternatives à Camille Lopez au poste de numéro 10 dans un avenir très proche, Coupe du Monde et à venir? Penses-tu que les solutions Ntamak, Ramos et même parfois Dupont puissent être envisageables? Alors, il y a eu beaucoup de débats par rapport à la vidéo sur mon 15 de France parce que je mettais Camille Lopez en 10. En y repensant, peut-être que je mettrais maintenant un peu plus Ntamak, même si Ntamak je préfère le voir en premier centre. Je pense que c'est là où il a le plus joué ces derniers temps. En fait j'ai pris Lopez parce que j'ai toujours en mémoire sa saison 2016-2017 où il avait été juste excellent. Et j'avoue que j'ai un peu la faiblesse d'espérer qu'il retrouve un peu ce niveau-là. Je sais pas si ça va arriver un jour, d'autant plus qu'il vieillit et je pense que sa marge de progression est plus aussi grande qu'avant. Mais voilà, le problème c'est qu'on n'a pas installé vraiment d'autres numéro 10 que Lopez sur ces dernières années. À part Trinduc peut-être, non je vois pas trop en fait qui est-ce qu'on aurait pu prendre d'autres. Bien sûr il y a Jalibert, il y a Carbonel, mais ça je pense qu'il va falloir très vite les mettre dans le bain bleu. Après la Coupe du Monde, si on veut pouvoir les avoir dispo pour 2023. Sinon Ramos, oui, moi j'ai trouvé qu'il était assez intéressant à voir évoluer en 10. Après, si on avait voulu le mettre en 10, il faut le mettre dans les matchs de préparation, il ne faut pas le mettre durant la Coupe du Monde, ça va pas lui servir du tout. Et Dupont, moi j'ai trouvé qu'il a fait des matchs assez intéressants en numéro 10. Et ouais, du coup, on a pas mal d'alternatives à ce poste-là, mais je préfère quand même Dupont en numéro 9. Une question de Jean Connard, salut Jean Connard, il commente pas mal sous mes vidéos. Quel poste joues-tu, où as-tu joué? Alors j'ai joué plusieurs postes, j'ai commencé en 3ème ligne et je joue toujours 3ème ligne, mais j'ai commencé en 3ème ligne. Après, je suis passé un petit peu par l'arrière où j'étais nul à chier. En junior, j'ai joué exclusivement 2ème ligne, ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai joué un petit peu centre, mais vraiment le poste où je suis le plus à l'aise, c'est la 3ème ligne. Plutôt flanqueur parce que je suis pas non plus assez massif pour jouer numéro 8. Et en plus, j'ai pas assez le réflexe de revenir en second rideau pour faire la couverture. Donc je préfère quand même jouer 3ème ligne L, je trouve que c'est là où t'es vraiment à la pointe du combat, quoi. Et du coup, là, une deuxième question, Jean Connard. Tu évoques beaucoup l'histoire des pays pour ta série spéciale Coupe du Monde. Est-ce que tu es passionné par l'histoire? Je ne suis pas un passionné d'histoire, même si j'aime beaucoup ça. Je dirais pas que je suis un passionné non plus. Mais je trouve ça intéressant de voir l'histoire des équipes nationales parce que ça aide à mieux comprendre en fait comment le rugby s'y a installé et pourquoi il s'est développé de manière différente. Quand on regarde l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, c'est pas du tout pareil en termes d'histoire sociale. Même en Australie où les aborigènes ils ont été exclus de la société, il y a très peu d'aborigènes qui jouent au rugby alors qu'en Nouvelle-Zélande les Maoris et les populations des îles du Pacifique alentour jouent beaucoup à ce sport. Non, je trouve ça assez intéressant et surtout aussi même du point de vue des îles britanniques où le rugby en fait il nourrit un peu l'histoire qu'il y a eu entre ces pays-là et l'Angleterre, entre par exemple le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Écosse, tout ça. Je trouve qu'il y a toujours cette rivalité historique qu'on ressent dans le rugby et ça ne rend ce sport que plus beau, je trouve. Et je trouve ça intéressant en fait d'avoir ce background historique entre guillemets parce que du coup je parle pas que de sport et que si quelqu'un ne connaît pas bien le rugby, tombe sur une de mes vidéos, et ben il verra d'abord la partie historique, il se dira bah tiens, le rugby c'est pas que des mecs qui se rentrent dedans et qui se bourrent la gueule, il y a aussi tout un aspect historique derrière qui est assez intéressant. Et du coup même s'il ne connaît rien à ce sport-là entre guillemets, l'histoire ça peut l'intéresser. Ensuite une question de Pierre Bouter. Hawk, Folao, Liam Williams ou Ben Smith. En termes de talent rugbyistique, pas de personnalité. En termes de talent, du coup, c'est tous les cas des arrières de génie. Je trouve que Folao, par contre, avait été nul à chier lors de la Coupe du Monde 2015. Donc ouais, tout le monde disait ouais, il va pas être là pour la Coupe du Monde en Australie. Quand on avait vu ce qu'il a donné en 2015, c'était pas la peine de venir. Sinon, j'aime beaucoup Hogg, évidemment. Liam Williams aussi, c'est très très fort. Je trouve qu'avec les Lions britanniques en 2017, il a fait une très très belle tournée. Mais surtout, moi, celui qui m'impressionne le plus, en fait, c'est Ben Smith. Je trouve qu'il est ultra polyvalent, centre, ailier, arrière. Et surtout qu'il a une longévité à ce poste qui est impressionnante, en fait. Chez Ben Smith, il y a quelque chose de très noble et de très simple en même temps. Je pense que c'est vraiment un grand monsieur de ce sport et surtout à ce poste-là, il est impressionnant, je trouve. Une question de Lilian, Wilkinson ou Carter. Pour tout ce qu'a enduré Wilkinson, oui, Carter a aussi été blessé pas mal, mais Wilkinson, quand on prend son historique des blessures, c'est juste impressionnant le nombre de fois où il est revenu et le nombre de fois où il s'est reblessé et il a quand même réussi à chaque fois à outrepasser
ces obstacles-là. Et rien que pour ça, je pense que Wilkinson mérite d'être pris. Après, Carter a fait une Coupe du Monde 2015 qui était impressionnante. Il a montré que c'était lui qui était le patron. Il l'avait loupé en 2011 parce qu'il avait été blessé assez rapidement dans la compétition. Mais je pense que Wilkinson, il a quand même été fait chevalier, tu vois. C'est un bonhomme du rugby, Wilkinson. Et je pense que du coup, ouais, je prendrais Wilkinson. Même, voilà, c'est deux légendes, ça se vaut, quoi. Une question de Paul, tu préfères le chocolat ou les gros caramels? Moi, je suis quelqu'un de gourmand, hein, mais je préfère mettre des gros caramels. Je pense que c'est ce qu'il y a quasiment de plus satisfaisant dans le rugby. Et pour une fois, je vais être d'accord avec Bernard Leroux, je préfère mettre un gros caramel des fois que marquer un essai. Bien sûr, ça dépend de quel essai et sur qui tu mets le caramel. Mais bon, voilà, t'as l'idée. Une question de Bison, qui est responsable selon toi de l'état du 15 de France? Alors, si j'avais la réponse, franchement, je serais hyper content. Mais je pense que justement, le problème du 15 de France, s'il est dans cet état-là, c'est justement parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est responsable. Le problème, c'est que dans le rugby, il y a beaucoup d'histoires d'ego, il y a beaucoup de gens qui se tirent dans les pattes, et notamment entre la Ligue et la Fédé, mais même pas que. Hein. Et du coup, ça fait que ralentir les innovations qui doivent être faites, les réformes qui doivent être prises. Et du coup, on a du mal à faire évoluer le rugby français avec le rugby en général. De toute façon, il y aura toujours un blocage en France parce qu'on accorde beaucoup d'intérêt à l'histoire. Par exemple, Biarritz, Perpignan, des clubs historiques du rugby français. On ne pourrait pas admettre, par exemple, de créer une ligue fermée avec pas de montée, pas de relégation, comme c'est le cas en Super Rugby ou en Excel, parce que du coup ça empêcherait des clubs historiques de pouvoir remonter dans l'élite. Mais je pense qu'une ligue fermée, ça pourrait être déjà un élément de réponse pour que le top 14 soit plus attractif et soit plus centré sur le jeu et moins sur la prise de risque minimale. Pareil, aujourd'hui il y a très peu de personnes qui veulent entendre parler d'un système de province, comme c'est le cas encore là en Super Rugby et en Ligue Celt, mais je pense que ça peut être un plus peut-être, genre de faire un autre championnat où du coup on regrouperait des équipes qui permettraient d'avoir un gros vivier de joueurs, et je sais pas du tout comment mettre ça en place, hein. Mais je pense que ça pourrait être des éléments de réponse, mais que pour l'instant en France on n'est pas prêt à les entendre. Une question de Pierre, plutôt whisky irlandais ou écossais? J'ai plus de whisky écossais que d'irlandais, même si j'ai quelques whisky irlandais que j'adore. On va dire que ça dépend de mon humeur. Des fois je préfère un écossais, des fois je préfère un irlandais, et j'ai pas trop de préférence là-dessus. Après j'ai Trazoufou qui me pose une série de questions, donc je vais y répondre dans l'ordre. Pratiques-tu le rugby? Oui. Ton ou tes clubs préférés? Alors moi je suis plutôt pour les clubs qui pratiquent du jeu en top 14. Comme j'ai grandi en Bretagne, bien sûr je suis pour Vannes en Pro D2, mais j'ai pas du coup d'attache régionale, donc c'est pour ça que je peux supporter Toulouse et Bordeaux. Oui, c'est possible, mais j'aime aussi bien Clermont. Et comme j'ai aussi la famille du côté d'Agen, bah, je supporte Agen en bas de tableau. D'où vient cet amour du whisky? Je sais pas trop, ça fait 3 ans que je commence vraiment à m'intéresser et que j'essaie de collectionner ça. J'aime aussi beaucoup ce qu'il y a derrière, en fait, le simple verre de whisky, en fait. L'évolution des méthodes de fabrication, le temps que ça met, la rigueur et la patience qu'il faut avoir pour produire du whisky, je trouve ça très intéressant et fascinant, en fait, comme univers. Pourquoi s'être lancé sur YouTube? Tout simplement parce que, en fait, je suis comme vous, je suis passionné de rugby. Je connaissais pas de chaîne qui parlait de rugby en fait avant, et je me suis dit bah tiens, si j'en ai jamais rencontré, ça se trouve il y a personne dans ce créneau là, et pourquoi pas commencer à monter son truc, quoi. Donc j'ai commencé à regarder des tutos, à tester 2-3 petits trucs, et je me suis lancé, quoi. Ton opinion sur l'affaire Guinoves? Je pense que ça a été une énorme perte de temps, parce qu'au final avec Gatti on essaie de revenir à un rugby qui est un peu ou prou le même qui était prôné par Guinoves. Pourquoi est-ce qu'on s'est cassé les pattes pendant 2 ans avec Brunel alors qu'au final on va faire la même chose? Ouais, pour résumer, je pense que le rugby français n'est pas du tout sorti grandi de cette affaire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a trop d'affaires d'ego qui gangrènent le rugby français à mon avis, pour que du coup il y ait des choses qui soient vraiment intéressantes mises en œuvre. Et tout simplement par rapport à mes maillots, bah en fait j'en ai à peu près une dizaine de maillots différents, mais surtout j'ai aussi 2 petits frères qui ont des maillots, donc voilà, ils me les filent et ça me permet du coup d'avoir une belle collection pour les vidéos. Une question de Guillaume, penses-tu que la Nouvelle-Zélande va encore gagner cette édition? Ou alors est-ce que tu penses que des nations comme le Pays de Galles peuvent réussir? Alors comme je disais sur la vidéo sur les Blacks, bien sûr les Blacks sont encore les gros favoris. L'Afrique du Sud également arrive très fort, je pense, sur cette compétition. Mais je crois que plus qu'en 2015, là, cette année, les nations européennes, elles ont vraiment une carte à jouer. Surtout l'Angleterre et le Pays de Galles. L'Irlande un peu moins, je pense que, bah, comme je disais aussi là sur la vidéo de l'Irlande a été prête trop tôt. Ils étaient en pleine bourre en 2018, et là, ils arrivent un peu essoufflés, j'ai l'impression, en 2019. Est-ce que tout le monde a décrypté leur jeu? Parce qu'au final, leur jeu, il n'est pas si difficile que ça à décrypter, et c'est quelque chose de très basique. Donc ça se trouve, les autres nations se sont très vite adaptées à leur mode de jeu, et ça peut être problématique à mon avis. Mais oui, je pense que l'Angleterre va être très dur à bouger. Mais à mon avis, moi je mettrais une petite pièce sur le Pays de Galles. Je pense qu'ils sont vraiment en embuscade, et à mon avis, ils n'hésiteront pas à saisir leur chance à la moindre occasion. Je pense que le Pays de Galles peut aller loin, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'équipes qu'en 2015 qui peuvent réussir à gagner la Coupe du Monde. Il ne faut pas non plus négliger l'Australie. L'Australie, on pense toujours qu'ils sont morts et enterrés, et au final, ils font quand même des belles choses en Coupe du Monde. Une question d'Inès, quel hymne te donne le plus de frissons? Alors, malgré le fait que j'adore Flower Scotland, je pense que celui qui me donne
plus de frissons, c'est l'hymne gallois Land of My Fathers. Je pense que c'est vraiment celui qui prend le plus au trip. Ensuite on passe aux questions Facebook. Maxime, qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Voilà, t'as ta réponse. Une autre question de Valérian, qui se cache derrière l'ovaliste? Ouais, je sais. Et du coup, une grosse question de Hugo, que penses-tu du dopage dans le rugby? Je vais essayer d'être clair, je sais pas trop si je vais réussir à l'être. On a beaucoup parlé de dopage récemment avec la photo des Sud-Africains qui sortent de la salle et qui sont ultra musclés tout en étant très secs, donc avec très peu de masse graisseuse. Et on a beaucoup aussi parlé de Colby qui paraît énorme par rapport à son gabarit. Donc oui, je pense qu'il y a du dopage dans le rugby. Leur physique là, moi je suis pas du tout un professionnel de fitness, de santé ou je ne sais quoi, mais ils ont pas l'air hyper naturels. Enfin, ça c'est sûr. Après Colby, c'est pas sur cette préparation là qu'il se dope si jamais il est dopé. Parce qu'il était quand même déjà pas mal massif à Toulouse et même avant. Colby c'est quand même que du muscle. Là c'est juste qu'on le voit sortir de la salle et congestionné, donc c'est encore plus impressionnant. Mais s'il prenait des substances, c'était déjà avant, c'est pas que sur la préparation sud-africaine. Faut pas se le cacher, tout le monde parle des Sud-Africains, mais le dopage il n'y en a pas qu'en Afrique du Sud. Après bien sûr les Sud-Africains ils ont un passif avec ça. Et j'ai aussi l'impression d'après les affaires qui sortent que c'est un peu plus développé en Afrique du Sud. Après j'ai aucun réel élément tangible pour le prouver. Quoi qu'il en soit, sinon pour le dopage dans le rugby en général, moi j'ai pas été confronté à ça du tout, j'ai joué comme amateur donc je suis comme la plupart d'entre vous, genre j'en sais rien en final, j'ai des doutes mais j'en sais rien. Bien sûr que je pense que pour soutenir le rythme des matchs, les chocs à répétition, etc., au bout d'un moment je pense que ton corps il faut que tu lui fournisses de quoi en fait encaisser, donc c'est possible qu'ils prennent des choses qui favorisent la prise de masse musculaire, la récupération, etc. Je sais pas du tout à quel degré est-ce que c'est fait, est-ce que c'est les joueurs qui font eux-mêmes leur propre démarche ou est-ce que c'est les clubs qui mettent à disposition, ça j'en sais rien du tout. Mais ce dont je suis sûr c'est que dans le rugby il y a beaucoup de substances qui sont détournées de leur usage d'origine. Par exemple, je crois que c'était à Toulon il y a quelques années, je dis Toulon parce que c'était l'équipe qui avait été épinglée à ce moment là, mais il y a d'autres équipes qui le font c'est sûr. Quand on avait examiné les ordonnances de la pharmacie du club, il y avait la moitié des joueurs qui étaient considérés comme asthmatiques. Du coup, ils avaient droit à des produits qui, je sais pas, je suis pas médecin, mais en gros, qui permettaient du coup aux joueurs d'avoir une meilleure oxygénation. Je pense que la plupart de ces joueurs-là n'étaient pas asthmatiques, mais du coup, la prise de ce produit-là permettait à ces joueurs d'être endurants et d'être frais plus longtemps durant le match. Du coup, je pense que c'est ça, c'est des produits qui sont pas forcément interdits, mais du coup, on détourne l'usage de certains médicaments pour favoriser la performance des joueurs. Et pareil, il y avait eu des cas avec Bismarck Duplessis et James O'Connor qui avouaient avoir pris beaucoup d'antidouleurs pour pouvoir continuer à jouer, malgré le fait que normalement, s'ils prenaient pas ces produits-là, ils seraient incapables de jouer tellement la douleur était forte et tellement le corps demandait à arrêter. La prise massive d'antidouleurs, ça peut être considéré comme du dopage puisque ça améliore pas ta performance en soi, mais ça te permet de continuer là où d'autres s'arrêteraient normalement. Il y a beaucoup de produits qui traînent dans le rugby. Est-ce que c'est considéré comme du dopage ou non? Ça, franchement, c'est quelque chose de très flou. Mais oui, je suis convaincu qu'il y a du dopage dans le rugby, faut pas se le cacher. Après, j'ai pas plus d'éléments que ça. On va finir sur une note un petit peu plus relax. Donc, une autre question de Maxime. Quel serait ton 15 team s'il devait être uniquement composé de personnages de Kaamelott? Alors, j'ai fait ma petite compo. En première ligne, pour les piliers, il y aurait les frères Cadoc et Caradoc, avec au talonnage Goustan le Cruel. La deuxième ligne, Père Blaise et Léo Dagan. La troisième ligne serait Caius, le maître d'armes et Guetno. En neuf, j'ai mis le roi Lot. Un personnage aussi fourbe, aussi traître et qui cherche la merde à ce point-là, ça peut jouer que numéro 9. En 10, ce serait Arthur, le cerveau, celui qui dirige tout, celui qui annonce les combis, et celui qui est le plus visé à chaque fois, ce serait du coup Arthur, c'est sûr. Et je mettrais du coup en premier centre Perceval pour qu'il soit proche d'Arthur, même si bon, ce serait compliqué de lui apprendre les combinaisons. C'est vrai que pour un mec qui connaît pas sa droite ni sa gauche, ça va être compliqué de lui apprendre les termes de intérieur et extérieur. Mais bon, je pense qu'avec Arthur, ça peut peut-être passer. En 13, Vennec, le petit serpent qui va se faufiler dans les lignes adverses. Ça je pense que Vennec ça peut peut-être passer. Pour les ailes j'ai misé sur la jeunesse avec les petits pédestres du coup Yvain et Gauvin. Et bien sûr à l'arrière Lancelot, le preux chevalier qui va sauver la patrie à lui tout seul. Ou du moins qui pense qu'il peut le faire. Concernant les femmes, j'ai décidé de mettre Guenièvre, Engarade et toutes les maîtresses dans le pack. Guenièvre parce qu'elle comprend rien et le reste parce que comme elles passent leur temps à se tirer dans les pattes et à se faire des coups tordus, je pense que du coup elles seraient pas dépaysées sur les phases de contact. Tout ce qui est roublardise en mêlée, maul et autres rucks, elles sauront faire. En 9 Dame Célie et en 10 Dame m'évanouit. La paire de centre, bien évidemment, c'est la paire de centre hyper complice Dame Igerne et Dame Crida. Aux ailes, ce serait la demi-sœur d'Arthur, Anna de Tintagel, et à l'autre aile, ce serait la femme du duc d'Aquitaine, je sais plus comment elle s'appelle, et bien sûr, à l'arrière, ce serait la Dame du Lac.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis assez content d'avoir pu réagir à vos questions, et j'espère que mes réponses vous conviennent. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés, même si évidemment c'est que le début, je suis quand même déjà très content d'avoir pu arriver jusque là. Continuez à débattre en commentaire, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur le dopage ou que ce soit sur le 15 de Kaamelott, ça peut être marrant de débattre là-dessus. Avant de partir, je voulais aussi également vous parler un petit peu du rôle de mon pote Pierre dans la chaîne, parce qu'il m'aide pas mal. C'est lui qui a fait la grande majorité de mes miniatures, et c'est aussi lui qui fait les petites vignettes Panini des joueurs pour les compos, et ça prend pas mal de temps à faire, parce qu'à chaque fois il y en a entre 15 et 20 à fournir, donc voilà, j'en profite pour le remercier, et c'est aussi lui qui gère en parallèle avec moi la page Facebook, donc c'est pas toujours moi qui publie les choses sur Facebook, ça peut aussi être Pierre. Donc voilà, cette vidéo c'est aussi un moyen pour moi de remercier de sa participation. Du coup c'est en partie grâce à lui si je suis actif sur les réseaux sociaux et si mes vidéos sont plus belles visuellement, on va dire. Bref, on arrive à la fin de cette FAQ, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. Mettez aussi la cloche pour avoir toutes les notifications. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.